Bonsoir. Alors, on attendait l'heure pile. Je pense que ça va être ça. Donc, nous, à l'espace régional dont je fais partie, on est très content de recevoir Monsieur Contruchy. Donc, il va... Ah, on n'entend pas. Donc, Monsieur Contruchy, ça y est, on m'entend. Non? Ah, il faut que je parle vraiment plus près. Donc, Monsieur Contruchy qui est là pour nous présenter La merveilleuse histoire de Marseille, l'ouvrage qui est paru cette année chez les éditions Hervé Chopin, dans la collection de cet éditeur qui s'appelle L'histoire comme un conte. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Monsieur Contruchy, si on veut balayer sa carrière, on peut parler de 40 ans de journalisme, journaliste à la Provence, et au Provençal, pardon, et ensuite chroniqueur littéraire à la Provence, c'est ça. Et pendant 20 ans, vous avez été correspondant local du journal Le Monde. Donc déjà, c'est impressionnant. Ensuite, en tant qu'écrivain, on ne peut pas citer tous vos ouvrages parce qu'il y en a énormément. Mais nous, par exemple, on a dans nos rayons, entre autres, Ça s'est passé à Marseille, donc qui est très apprécié du public. Et depuis le début des années 2000, vous êtes l'auteur d'une série policière, Les Nouveaux Mystères de Marseille, qui en est à son 13e volume. Le dernier s'appelle Les Voleurs... Non, La Nuit des Blouses Grises. Et là, récemment, vous avez aussi fait paraître un roman contemporain, Les Voleurs de mémoire, qui explore la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, sous la forme d'un roman romancé. Donc tous ces livres, les livres de Monsieur Contruchy, sont bien sûr présents dans les rayons de la bibliothèque. Et voilà, je vais laisser la place à votre talent de conteur et d'historien, pour nous raconter l'histoire étonnante de, et je vous cite, cette cité pleine de bruit et de fureur, sans cesse en révolte contre le pouvoir central, farouche défenseuse de ses libertés, 100 fois détruite, pour mieux renaître de ses cendres. Voilà. Et je vous invite aussi à participer et ne pas hésiter à poser des questions, intervenir. Ça sera plus convivial comme échange. Voilà, merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez. Ça va bien. Écoutez, je suis ému et enchanté parce que, bon, d'accord, j'ai moins de monde que le pape, mais quand même, je suis étonné qu'un samedi à 17h30, il y ait autant de gens, de braves gens, pour venir écouter quelqu'un soliloquer sur une histoire qu'ils connaissent sans doute aussi bien que lui. Mais je vais essayer quand même de vous raconter quelques tronçons, parce qu'il serait vain de penser que l'on peut résumer la plus longue histoire de France, finalement, en quelques minutes, même en 3/4 d'heure. Donc on va prendre des bottes de 7 lieues et on va franchir les siècles. Mais je voudrais dire un mot d'abord sur le titre. Bon, ça peut étonner qu'on dise la merveilleuse histoire de Marseille, parce que le mot merveille, on le prend toujours au sens des contes de fées, des enchantements. C'est en oubliant que le mot latin, d'où il vient, mirabilis, signifie qui surprend, qui étonne. Donc, au départ, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui émerveille au sens enchanteur du terme, mais au contraire qui peut même faire peur. Et de ce côté-là, Marseille n'a pas beaucoup de rivales, parce qu'il se trouve que cette cité qui ne ressemble à aucune autre, qui souvent m'exaspère, mais aussi qui m'enchante, elle a une histoire singulière pour une bonne raison, c'est que sur 27 siècles d'histoire officielle, parce que je me suis rendu compte au moment où je prenais la plume pour commettre ce petit livre, que nous répétons comme des perroquets depuis un siècle, Marseille et ses 26 siècles d'histoire. Puis je me suis aperçu que nous étions au 21e siècle, donc on peut dire maintenant 27. Donc il ne faudra plus dire 26, on a pris trop l'habitude de ce nombre, il faut en ajouter un. Et je me suis rendu compte également qu'on pouvait en ajouter
quelques centaines de milliers de plus, parce que nous sommes sans doute la seule métropole au monde, bon, jusqu'au jour où on me démentira, qui peut trouver des traces de ses origines, des traces humaines de ses origines, il y a 33 000 ans. Dans la grotte Cosquer, il y a des Marseillais qui ont tagué les murs, comme ils taguent aujourd'hui les murs de notre cité. Donc c'est une vieille coutume, vous voyez. Et donc on a ajouté, ces dessins-là ont ajouté 330 siècles à l'histoire de Marseille. Je ne pense pas qu'il y ait une autre cité de cette importance dans le monde qui puisse avoir cette trace-là. Et lorsque ces Marseillais de ces temps lointains ont tracé ces animaux, ils nous ont fait un signe finalement. Et regardez un peu comment on peut appliquer le mot merveille à ce phénomène. La mer est montée de 120 mètres depuis. Lorsque les gens de la grotte Cosquer ont tagué les murs de la grotte, ils étaient à 120 mètres au-dessus de la mer. La mer est montée et elle s'est arrêtée tout juste à temps pour nous en laisser un petit bout. Un peu comme si elle-même, elle s'était arrêtée devant la merveille, devant cette merveille pour que nous puissions en jouir encore quelque temps, parce que certainement avec le réchauffement climatique, la mer va continuer à monter, et donc on a bien fait de faire une réplique, parce que la vraie, plus personne, déjà, il fallait déjà être équipé pour voir la véritable grotte, mais de toute façon, on n'aurait pas pu y aller parce qu'il fallait être un plongeur. D'ailleurs, le premier préhistorien qui est rentré dans la grotte après le scaphandrier Henri Cosquer, c'est Jean Courtin, qui était un préhistorien, qui est toujours d'ailleurs, bien qu'il soit en retraite, qui est un préhistorien, mais qui était aussi un plongeur. Parce qu'il faut être capable de descendre à 36 mètres sous l'eau pour pouvoir remonter ensuite le couloir. Voilà, donc au fond, c'est une première, j'allais dire, c'est une première galéjade marseillaise, cette histoire. Parce que je ne sais pas si vous avez vécu en direct le moment en 91 où on a eu la révélation de cette merveille. Personne n'y croyait. Et je me souviens d'un article dans Science et Vie, signé par des savants du Nord, qui ont dit c'est encore une histoire marseillaise. En plus de ça, il y a des pingouins. Il y a des pingouins sur les parois, des pingouins en Méditerranée. Où vous avez vu ça? Eh bien oui, en Méditerranée. Oui, justement. Il y avait une espèce de pingouin qui vivait en Méditerranée et dont on peut trouver encore quelques spécimens ici ou là. Donc, au contraire, pour les préhistoriens, on dit, mais s'il y a des pingouins, c'est que c'est pas un faussaire qui a fait ça, parce qu'un faussaire, on n'y aurait jamais pensé. Hein, voilà. Donc, première galéjade marseillaise, elle a 33 000 ans. Voilà. La seconde, évidemment, c'est la fameuse histoire de la fondation légendaire de la cité. Bon, l'histoire de Gyptis et de Protis, elle est très belle, mais c'est une histoire à la Pagnol, si vous voulez. Et probablement, ça ne s'est pas passé comme ça, ou du moins pas aussi, de façon aussi légendaire que l'histoire le rapporte. Hein. Le beau marin grec qui arrive de loin, et il arrive pile le jour où le roi du Patelin marie sa fille, et il y a une coutume chez ces indigènes, c'est d'offrir de l'eau à la jeune femme qui doit se marier, offre de l'eau à celui qu'elle veut choisir pour époux. Et paf, elle choisit un travailleur immigré. C'est quand même extraordinaire. Hein. Ça résume l'histoire de Marseille. C'est pas étonnant d'ailleurs que finalement cette légende, il y a toujours un petit peu de fumée quand il y a du feu. Hein. Personne n'est dupe. La galéjade, c'est ça. C'est pas un mensonge, la galéjade. C'est une vérité améliorée. Hein, voilà. C'est-à-dire, personne n'est dupe. On sait très bien qu'il y a quelque chose. Bon, c'est pas possible. Mais il doit y avoir quand même quelque chose. Pour que ce soit resté si longtemps dans les mémoires, il doit y avoir quelque chose. Bon, il y a eu ce qui s'est certainement passé, c'est-à-dire une expédition de Grecs qui ne venaient pas de Grèce, qui venaient d'Asie mineure, hein, parce que Phocée était une ville sur la côte turque, sur la côte sud de la Turquie, à côté de Smyrne. Donc ces Grecs-là, ils étaient sans doute déjà venus maintes fois pour essayer de faire du commerce avec ce qui était l'Occident pour eux, donc avec la Gaule notamment. Et pourquoi pas installer un comptoir finalement? Parce que les vrais conquérants, ce ne sont pas les capitaines ivres d'un rêve héroïque et brutal dont parle Hérédia. Les vrais conquérants, ce sont les commerçants.
Ce sont les gens qui ont affronté tous les dangers pour établir des comptoirs, pour faire du commerce, pour vivre finalement, hein, pour vendre, pour acheter, pour échanger, pour trouver des richesses, pour en apporter, etc. La Fondation de Marseille, toute légendaire qu'elle est, elle est certainement basée sur cette théorie-là, c'est-à-dire que les Phocéens, menacés par l'arrivée des Perses qui les chassent, veulent trouver une planète B, si on dirait aujourd'hui, hein, pour pouvoir vivre. Donc, ils explorent toutes les côtes depuis la Grèce, l'Italie, puis ils arrivent, ce qui sera un jour la Côte d'Azur, et ils trouvent un coin formidable qui, tout naturellement, est l'idéal, c'est-à-dire une passe très abritée des vents, hein, qui est plein ouest, abritée donc des vents du nord, qui a un goulet d'étranglement de 28 mètres et avec une colline à côté sur laquelle on peut bâtir une ville. Donc c'est l'idéal, c'est-à-dire pour une cité antique, en quelque temps, vous pouvez être chez vous sans problème parce que la géographie vous tend les bras. C'est une calanque toute prête, qui d'ailleurs était beaucoup plus grande que celle que nous connaissons, que le Lacidon d'aujourd'hui. On aurait les pieds dans l'eau aujourd'hui, hein, on serait dans la mer. Donc il y avait cette corne du port qui venait jusqu'au centre-bourse. Et donc ils trouvent ça pas très loin d'un fleuve qui permet de remonter jusque au plus haut de la Gaule, faire du commerce, donc c'est l'idéal. Donc la Fondation de Marseille, en réalité, c'est certainement un traité d'alliance entre des tribus celto-ligures qui étaient installées depuis perpète sur les rivages de la Méditerranée et qui ont vu arriver des Grecs qui sont venus s'installer chez eux. Donc la légende d'Égyptis et Protis, c'est un traité d'alliance. Certainement que les tribus ligures ont passé un accord avec les Grecs qui leur a apporté des choses qu'ils ne connaissaient pas, notamment la culture de l'olivier et la culture de la vigne, puisque vous savez depuis Astérix que les Gaulois étaient plutôt portés sur la cervoise que sur le vin. Donc des échanges commerciaux dont finalement naît une ville. Et certainement que Phocée est tombé aux mains des Perses au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de retour possible. Et au contraire, Marseille a dû connaître à ce moment-là sa première arrivée des migrants en masse. Hein, la dernière étant celle que certains de vous, je vois à vos cheveux, ont dû connaître comme moi, c'est celle d'arrivée des Pieds Noirs après la guerre d'Algérie. Hein, voilà. Donc Marseille a été comme ça depuis 27 siècles le siège d'un ressac humain. Hein, c'est-à-dire qu'elle a fabriqué des Marseillais avec tous ceux qui venaient s'installer sur son rivage. Les premiers dont on est vraiment la trace écrite, puisque les historiens romains en ont parlé, ce sont ces Grecs qui vivaient. Donc, le premier qui en parle dit c'est sous le roi Tarquin. Et le roi Tarquin, il a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, on sait à peu près à quel moment les Phocéens sont venus s'installer et sont devenus Marseillais. Ils sont devenus des Marseillais. Donc voilà. Donc déjà, ça commence par une histoire merveilleuse qu'on peut la raconter comme un conte de fées finalement. Mais il y a toujours quelque chose de vrai dans une légende. C'est le propre des légendes d'ailleurs de pouvoir s'ancrer dans les mémoires parce que il y a toujours quelque chose. Il y a toujours donc cette fumée qui vient du feu. Voilà. Et il faut croire que cette ville a poussé comme un champignon, puisque très très vite, 100 ans après sa fondation, elle est déjà l'alliée de Rome. Donc Rome à l'époque, c'est quand même ce qui se fait de mieux. On peut se mettre à l'abri, c'est de tout ce qui peut être piraterie, de tout ce qui peut être invasion venue du Nord. Rome à l'époque, c'est quand même ce qu'on peut trouver de mieux. Donc Massalia a été l'allié de Rome pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que, comme tout allié, le ménage se disloque. Mais pendant des siècles, Massalia a été la plus fidèle alliée de Rome. D'ailleurs, Cicéron en parle. Lorsque César viendra mettre le siège devant la ville pour s'en emparer et qu'il retournera à Rome avec ce qu'on appelait le triomphe, l'empereur le vainqueur qui rentrait à Rome revenait avec comment dirais-je, des
trace de son triomphe, et c'était souvent soit des marchandises, soit des trésors, soit ce qui pouvait ramener de la ville qu'il avait conquise. Et Cicéron est tout à fait fâché de voir que César ramène une maquette de Massalia, alors qu'elle a toujours été l'alliée de Rome contre les Carthaginois. Donc cette ville qui s'est installée ici, sur ce que nous appelons les vieux quartiers, c'est-à-dire le Panier, Saint-Jean, la rive du nord du port, cette ville est d'emblée une grande ville, une cité puissante, prospère, qui aura au bout d'une centaine d'années plus de 20 000 habitants, ce qui à l'époque est considérable. Il faut vous dire que c'est une ville qui vit au milieu de tribus ligures qui sont des petits villages gaulois. Hein. Donc elle impressionne tout le monde, quoi. Elle impressionne même celui qui va venir la conquérir. Je parlais de César, je saute un peu des étapes là. Mais au moment où éclate la guerre civile à Rome, en 50 avant Jésus-Christ, entre Pompée et César, César vient en Gaule et demande aux Massaliotes de prendre parti entre lui et Pompée. C'est vous dire si, dans son esprit, ce comptoir grec au milieu de cet océan celto-ligure compte, puisqu'il leur dit prenez parti, ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi. Et les Marseillais, qui ne font jamais rien comme les autres, même s'ils sont encore des Massaliotes, prennent le parti de Pompée. Alors, quand on mise sur un cheval, il vaut mieux, en général, miser sur le gagnant. Et là, ils ont misé sur Pompée et c'est César qui a gagné. Donc, pour lui faire payer cette impudence, César est venu mettre le siège devant la ville, 49 avant Jésus-Christ. Et quand il l'a décrit comme une ville qui l'impressionne. Pourtant, il y en avait d'autres. Hein. Il a probablement installé son camp à l'emplacement actuel de la gare Saint-Charles. Vous voyez, donc, si vous imaginez qu'à l'époque, la ville est tout entière sur la rive du port, et donc depuis Saint-Charles, on la voit tout entière. Et il l'a décrit comme une ville quasiment inexpugnable, avec des tours de défense, des remparts considérables, une flotte, etc. Et il pense d'ailleurs, il pense que c'est une presqu'île, parce que comme la corne du port, nous, ensuite, lorsqu'on a bâti le vieux port tel que nous le connaissons, on l'a coupé sur le quai des Belges. Mais à l'époque, donc, il venait jusqu'ici, quoi, jusque là où nous sommes, par une espèce de corne. Donc, quand on était sur la colline Saint-Charles, on avait l'impression d'avoir une presqu'île. Et d'ailleurs, quand César l'a décrit, il l'a décrit comme une presqu'île. Et il mettra quand même 6 mois pour l'abattre, avec 3 légions, 18 000 hommes. Donc un siège énorme Massalia ne se rendra que parce qu'elle est affamée, parce qu'elle n'est plus ravitaillée, et qu'il y a un blocus maritime qui l'affame. Donc lorsque les Massaliotes se rendront, ils se rendront parce qu'ils sont affamés et non pas parce qu'ils ont été conquis. Et d'ailleurs, pour montrer dans quelle estime il tient la ville, César ne fera pas comme faisaient les Romains, c'est-à-dire en principe, on rasait la ville, on repartait de zéro. Et il lui laissera ses remparts qui sont une partie de ceux que l'on a retrouvés sur le jardin des vestiges. Donc déjà, c'est une ville qui ne fait rien comme les autres. Et quand on réfléchit bien, et quand on veut raconter son histoire, même en sautant des étapes, on se rend compte que sur 27 siècles d'histoire, donc, cette ville en aura passé 23 en dehors de l'histoire officielle de la France. Il faut attendre Louis XIV, c'est-à-dire le XVIIe siècle, pour qu'enfin elle soit rattachée vraiment au royaume et que ce soit que le pouvoir royal ait la même valeur ici que dans le reste du royaume. Jusqu'alors, c'était une terre adjacente. Imaginez que lorsque François Ier il est venu 3 fois ici. La première fois, c'était après Marignan, 1 an après Marignan. Et
Et il est revenu ensuite, ça après Marignan, donc c'était forcément en 1516, puisque c'est la seule date que tout le monde connaisse, 1515, donc un an après Marignan, mais il est revenu en 1533 pour marier son fils cadet avec Catherine de Médicis, qui est la nièce du pape. Et c'est la première fois qu'un pape est venu à Marseille. Avant François, c'est le dernier pape qui est venu à Marseille. Donc, lorsqu'il vient en 1533, évidemment, on raconte son séjour à Marseille. Et l'historien Antoine de Ruffy, qui rapporte le séjour du roi à Marseille, termine son récit en disant « Et 3 jours après, le roi s'en retourna en France. » En 1533. Hein? Donc ça veut dire que dans l'esprit même d'un historien, c'est une terre un peu à part. D'ailleurs, lorsqu'elle devient française, elle devient française sous Louis XI, hein, en 1480. Je ne veux pas vous abreuver de date, d'ailleurs en plus je vais me prendre les pieds dans le tapis, donc ce n'est pas la peine que j'en sorte trop. Mais en 1481, lorsque Marseille rentre dans le royaume de France, c'est officiel, mais elle y rentre comme terre adjacente au royaume. Voyez, donc elle fait partie du royaume, mais terre adjacente. Ça veut dire qu'elle a un statut à part. Elle l'a toujours eu, d'ailleurs. C'est si vrai que lorsque la Révolution française éclatera, elle n'aura pas encore fini de s'intégrer vraiment au royaume. Et la première fois qu'elle a été prise de force, donc c'est en 1660, c'est avec Louis XIV, et nous en avons encore les traces sous les yeux, avec les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas, qui ont été construits à ce moment-là. Le fort Saint-Jean, on l'oublie toujours, il a été construit sous Louis XIV, mais la tour carrée qui barre le port, avait été construite plusieurs siècles avant, sous le roi René, hein, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Et donc, le fort Saint-Jean a été construit autour de la tour, tandis que la citadelle Saint-Nicolas, elle a été construite entièrement pour garder Marseille à portée de canon, de façon à dire, ici, le patron maintenant c'est le roi de France, alors essayez de vous intégrer. Mais de toute façon, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la terre, s'il y a quelque chose de tellurique dans cette région, mais les Marseillais ne font jamais rien comme tout le monde. Hein. Donc, alors, quelquefois, c'est prodigieusement agaçant, et il y en a qui nous l'ont fait sentir, à commencer par Louis XIV, mais quelquefois, c'est intéressant aussi, parce que, évidemment, on a des choses à raconter qui n'appartiennent pas aux autres. Hein. Par exemple, la première fois que l'on trouve le mot Marseille dans un acte officiel, c'est justement sous Louis XI, parce que jusqu'alors, c'est Massilia, hein, puisque la Massalia des Grecs est devenue la Massilia des Romains à partir de la conquête romaine, mais le peuple marseillais a toujours appelé Marsillo. Hein, et moi, je me souviens encore de vieilles personnes dans l'après-guerre qui, quand ils parlaient de Marseille, ils disaient encore Marsillo. Et les Marseillais l'appelaient comme ça, c'est-à-dire avec leur langue à eux. Mais le mot Marseille, officiellement, c'est dans un acte justement signé par Louis XI au moment où la Provence est annexée au royaume de France. Et, vous voyez, il y a donc 1000 choses à raconter, et donc je vais pas vous abreuver d'histoire, mais enfin quand même, par exemple, il y a de grandes chances que le christianisme soit arrivé en Gaule par Marseille. Et là aussi, c'est encore une légende, parce que la fameuse histoire des Saintes Maries, bon, c'est une très belle légende, très émouvante. Les saints de Béthanie, c'est-à-dire les Madeleines, hein, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie de Magdala, Marthe, Sainte Marthe, leur servante Sarah, qui arrivent sur le rivage méditerranéen, en Camargue, dit-on, et qui évangélisent la Provence. Et les Marseillais, immédiatement, comment dirais-je, nomme un évêque, hein, il l'appelle Lazare, et c'est Lazare, pour eux c'est Lazare le ressuscité, celui que le Christ a ressuscité. Comme ça, on est sûr qu'on est aux racines du christianisme. Mais en réalité, très certainement, le christianisme est arrivé par la mer. À l'époque, c'est par la mer qu'on arrive. Hein. Donc, très, très rapidement,
la Gaule va se christianiser à partir du déclin de l'Empire romain, à partir de Marseille. Et donc, la légende, donc Lazare devient le premier évêque de Marseille, la Madeleine se réfugie à la Sainte-Baume, et comme par hasard, sous le roi René au XIIIe siècle, on va découvrir les restes de la Madeleine, de Sainte-Madeleine, et de Saint-Maximin, qui a donné son nom au village que vous connaissez. Donc, vous voyez, chaque fois qu'on raconte quelque chose, il y a quand même toujours une source certaine, même quand c'est une histoire merveilleuse au sens de plus étonnant du terme. Donc, alors, c'est la méthode marseillaise, c'est-à-dire lorsque on n'a pas exactement le récit historique, on l'enjolive. Hein? Donc, c'est la galéjade. Et après, on apporte les preuves a posteriori. La plus belle histoire, c'est celle du château d'If. Hein? Grâce à son ami Méry, Dumas écrit Monte Cristo. Bon. Et avec l'histoire de la prison du château d'If, l'abbé Faria, le trésor de l'abbé Faria, les deux cellules qui communiquent. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous, on a creusé le trou après. Hein, comme ça, on peut aller voir. Et donc, l'histoire devient vraie. Donc, à partir d'une galéjade, si vous voulez, on apporte les preuves. C'est la même chose pour Sainte-Marie-Madeleine. Hein, Sainte-Marie-Madeleine qui est venue évangéliser la Provence, paraît-il. Alors, une barque qui est partie sans voile et sans rame et qui est arrivée miraculeusement sur notre rivage. Alors, au fur et à mesure qu'on a raconté l'histoire, c'est toujours pareil. Chacun a ajouté le saint du coin, vous voyez. Si bien qu'à un moment donné, c'est plus la barque des Sainte-Marie, c'est le ferryboat du capitaine Escartefigue, hein, parce que chacun a ajouté le saint local. Donc, enfin, disons que pour en revenir à une plausible légende historique, si je peux employer, accoler ces deux mots, il y a quand même un septet de base, c'est-à-dire les Sainte Marie, Lazare et Maximin, et Sarah, qui est la servante des Sainte Marie. Et les Gitans ne demanderont pas la permission au Vatican pour en faire leur sainte, parce qu'il n'y a jamais eu de Sainte Sarah canonisée par le Vatican. Elle était, si vous voulez, un peu, c'est comme le trou de l'abbé Faria, quoi. C'est-à-dire, les Gitans ont imposé une sainte à l'Église catholique, mais qui était sans doute qui était une des leurs, quoi, hein, voilà. Donc là aussi, il faut en prendre et en laisser, mais moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais je trouve que c'est très bien de raconter. Regardez par exemple ce qu'a fait Pagnol avec le château de ma mère. Il nous a raconté, c'est la plus belle des galéjades. Il a fait avaler une histoire qui n'est absolument pas vraie. Le château de ma mère, le château de la Busine, c'est absolument pas le château. Si un jour ils sont passés par un château, c'est certainement pas par celui-là, pour la bonne raison que le canal ne passe pas par là. Hein, donc tout ça, je veux dire, c'est merveilleux d'arriver à vous faire adhérer à quelque chose. Sans que vous soyez dupe, vous l'adoptez. Hein, voilà, c'est le talent des gens d'ici et des Provençaux en général de savoir vendre leurs histoires et les partager avec tout le monde. Alors, donc, je ne veux pas abuser de votre patience et de votre gentillesse. Simplement, vous rappelez les grandes lignes de l'histoire, de la fondation et du développement de cette ville, qui s'est toujours trouvée à part, quoi, en bordure et qui n'est jamais là où on l'attend. C'est-à-dire que elle est par exemple, qui se rappelle, à moins d'y avoir travaillé, que pendant 200 ans, les comtes de Marseille, les comtes de Provence ont été des rois angevins. Pendant 200 ans, les patrons de Marseille étaient des rois venus d'Anjou. 200 ans, c'est pas rien. Alors, il y en a un qu'on connaît, c'est le roi René. Parce que d'abord, il est sur les boîtes de Calisson, donc c'est plus facile. Déjà, on a un repère. Mais le roi René, il a quand même existé. C'est René d'Anjou, comte de Provence. Voilà pourquoi
et comme la capitale de la Provence à l'époque, c'est pas Marseille, mais c'est Aix, et que le roi René était installé à Aix, le roi René est le dernier descendant des rois d'Anjou qui ont été les vrais maîtres de Marseille pendant 2 siècles, c'est-à-dire du XIIIe au XVe. C'est pas rien. Hein, c'est pas comme ça 8 jours en passant. Tout ça parce que cette ville a toujours été l'objet de convoitises. Bon, les Grecs qui l'ont fondée, qui l'ont développée, les Romains qui sont venus la conquérir, et puis ensuite les rois de France qui ont toujours eu un œil dessus, parce que c'était une ouverture extraordinaire sur le bassin méditerranéen. Imaginez que jusqu'à Louis XI, le royaume de France n'a pas d'ouverture sur la mer Méditerranée, autre que Aigues-Mortes. Donc, avoir Marseille, c'est quelque chose. Donc, conquérir Marseille, ce n'est pas rien. Et justement, celui le premier qui arrivera à mettre la main dessus, c'est le roi Louis XI, qui est venu en pèlerinage à la Sainte-Baume et qui a vu ce port. Mais à l'époque, il ne fait pas partie du royaume de France, c'est le comté de Provence. Donc, il faut le conquérir. Et donc, les rois d'Anjou qui le possèdent, qui ont le titre de comte de Provence, il va falloir les amadouer. Et par un jeu d'alliance sur lequel je ne rentre pas, mais que vous trouverez dans ce petit livre, vous verrez comment le roi René étant mort sans descendance, une grande famille marseillaise, la famille des Forbin, a fait alliance avec le roi de France pour que le roi de France devienne comte de Provence. Et c'est en prenant le comté de Provence que, à partir de Louis XI, Marseille fait partie du royaume de France. Voilà. Et malgré ce, elle restera toujours en bordure et avec sa propre histoire. J'en veux pour preuve, là je saute des passages, mais enfin je ne suis pas là pour vous faire un cours, lorsque Henri IV monte sur le trône, bon, tout le monde connaît l'histoire, c'est par le fait que le seul héritier du royaume de France est un huguenot, le roi de Navarre, donc qui va renier sa foi huguenote et se convertir au catholicisme pour pouvoir prendre le trône de France. Donc tout le monde, enfin petit à petit, tout le monde se soumet, sauf Marseille. Pendant 5 ans, Marseille va faire sécession. Et quand je dis sécession, c'est pas un mot en l'air. Lorsque Henri IV monte sur le trône de France, Marseille refuse de le reconnaître. Pour elle, c'est un roi hérétique, parce qu'il faut dire que d'ailleurs, dans le genre galéjade, il est pas mal aussi, parce qu'il a, depuis sa naissance, il a changé 6 fois de religion. Il est passé de huguenot à catholique, et puis il a retourné huguenot. Au moment où il monte sur le trône, il est encore huguenot, mais il abjure sa foi huguenote pour devenir catholique. Et les Marseillais disent, mais nous, des catholiques comme ça, on n'en veut pas. Hein, donc, et ils vont faire sécession. C'est une période très étonnante dont vous trouverez le récit dans ce petit livre. Pendant 5 ans, Marseille ne reconnaît pas le roi de France et s'enferme dans ses remparts et tient tête à toutes les troupes qu'on lui envoie. Et mieux que ça, le premier consul, Charles de Cazaux, donc qui est le patron de la ville, qui cherche à faire alliance avec qui ? Avec Philippe II d'Espagne. Excusez du peu, à l'époque, Philippe II d'Espagne, c'est le monarque le plus puissant d'Europe. Et cette ville qui ne veut pas reconnaître le roi de France est prête à ouvrir son port aux galères de Philippe II. C'est un acte insensé. Il n'y a pas une autre ville qui ait fait ça. Et ça a failli réussir. C'est-à-dire qu'il y avait une délégation qui est une délégation marseillaise donc, qui était partie trouver Philippe II à Madrid et pour lui proposer de lui ouvrir le port, donc
évidemment, l'autre qui avait déjà la Sicile et Naples était bien content d'ajouter une pareille perle à sa couronne. Donc, des galères espagnoles étaient en route pour s'installer à Marseille, donc conquérir la ville. Imaginez ce qui serait passé si ça avait été allé jusqu'au bout, cette histoire. Lorsque Charles de Cazaux a été assassiné par des suppôts d'Henri IV, à ce moment-là, les troupes du roi sont entrées dans la ville, et donc la ville est devenue française, si vous voulez. Eh bien, les galères de Philippe II étaient en route, étaient à 4 jours de mer. C'est-à-dire à 4 jours près, on pourrait être aujourd'hui espagnol et on pourrait être en train de parler de notre bon roi, je ne sais plus comment il s'appelle, le dernier, là, Philippe VI, je ne sais plus. Donc, à 4 jours près, on aurait très bien pu être espagnol. Imaginez ce qui se serait passé si, au moment où Henri IV est en train de guerroyer pour reconquérir les provinces françaises du Nord, si les Espagnols lui étaient débarqués dans le dos, l'histoire de France aurait certainement été changée. À cause de cette ville qui fait rien comme tout le monde et qui préférait un roi catholique, donc qui disait le mieux c'est le coup. Comme ils avaient déjà fait le coup avec César et Pompée, hein, ils n'avaient pas voulu César parce qu'ils trouvaient que Pompée était mieux parce qu'il représentait l'aristocratie. Et les Massaliotes étaient une oligarchie, donc ils préféraient quelqu'un représentant l'aristocratie romaine que le peuple. Eh bien, là c'est la même chose, c'est-à-dire que au moment où le roi de France prétend être chez lui, Marseille il dit non, pas du tout. Et plutôt que de leur donner raison au roi de France, ils préfèrent s'allier avec le roi d'Espagne. Ça s'est pas fait, mais ça aurait pu, notre histoire pourrait être complètement changée. Hein. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un pan de l'histoire de France qui se joue, Marseille, elle est dans la pièce à côté, quoi. Hein, elle est au contre, imaginez, sous Charles de Cazaux, pendant 5 ans, c'est-à-dire sous Henri IV, hein, la ville s'est déclarée république. On n'est pas encore à la Révolution française, là. Alors, république dans le sens que l'on donne à ce mot à Venise. La République de Venise, la République de Gênes. C'est-à-dire une ville qui est un État. Sous Charles de Cazaux, la ville bat sa propre monnaie, et donc qui n'est pas reconnue par le royaume de France, et elle fait du commerce avec le reste de la Méditerranée, mais en revanche, elle ferme ses portes au roi de France, qui est obligé donc de fomenter un assassinat pour reconquérir une ville qui, en principe, fait partie du royaume, au moins géographiquement. Et qu'est-ce qui se passe 60 ans après? Même chose avec le petit-fils d'Henri IV, qui n'est autre que Louis XIV, hein, qui, en 1660, décide que Marseille va faire comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'elle va reconnaître son roi, et c'est le roi qui va nommer les consuls. Et Marseille a l'habitude de nommer ses consuls elle-même. Elle refuse que ce soit d'autres qui le fassent. Alors il y a déjà une vieille coutume marseillaise qui s'appelle le bourrage des urnes, c'est-à-dire qu'on trouve à peu près toujours les mêmes grandes familles qui sont élus, les Valbel, les deux villages, etc. Il y a les Glandevins, etc. Donc, si vous voulez, on retrouve toujours, les maîtres de Marseille sont toujours des grandes familles. Excusez-moi. Donc, là, c'est la même chose. Et Louis XIV décide que dorénavant, c'est le roi qui nommera les consuls. Que font les Marseillais? Ils disent non, pas du tout. Non. Nous, on continuera à faire comme avant. Et le roi, donc, envoie des troupes. Elles sont reçues à coups de mousquet. Et il va falloir que le roi lui-même, en personne, avec 6000 hommes, débarque pour reprendre cette ville comme si c'était une cité ennemie. Comme si c'était une cité étrangère que l'on conquiert. On est en 1660. Il y a quand même un petit moment que la ville existe et un petit moment qu'elle joue toujours la même sérénade. C'est-à-dire, non, nous, on veut faire comme chez nous. On s'arrange entre nous. On n'a pas besoin du roi soleil, du soleil ou pas. On n'a pas besoin. Et là, ils sont tombés quand même sur un os, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit, non, attendez, vous allez faire comme les autres. Et donc, il est arrivé et il a conquis la ville
comme on conquiert une citadelle, comme on irait en Hollande ou en Espagne, conquérir Barcelone ou Rotterdam. Donc, et nous en avons les traces encore vivantes sous nos yeux de cet épisode extraordinaire. Ce sont les 2 forts qui ferment la passe du port, puisque au départ, si vous voulez, il n'y avait que la tour du roi René, cette tour carrée là, qu'on appelle la tour du fort Saint-Jean, et de l'autre côté, il y avait un petit fort Saint-Nicolas et une chaîne entre les deux pour fermer le port la nuit. Et lorsque Louis XIV aura repris pied sur le territoire de Marseille et qu'il aura fait nommer non plus des consuls qui étaient en principe pris dans les grandes familles des échevins, des nobles, mais des échevins, c'est-à-dire des commerçants. Et à ce moment-là, il va s'acheter la paix de Marseille. C'est-à-dire que au lieu d'être une oligarchie entre les grandes familles puissantes qui travaillent surtout à leur propre richesse, au lieu d'avoir des consuls, on va élire des échevins. Les échevins sont des commerçants. Donc, et les commerçants, ils ont besoin de paix pour faire du commerce. Et donc, à partir de là, jusqu'à la Révolution, pratiquement, c'est-à-dire du XVIIe siècle jusqu'à la veille de la Révolution, Marseille sera assagie et sera rentrée dans le rang. Bon, évidemment, on peut se dire, la Révolution française, c'est pour elle, c'est quelque chose. Ah ben non, là aussi, c'est pareil. Au départ, la ville est le fer de lance de l'histoire du bataillon des Marseillais, de la Marseillaise. Enfin, ça, je vais pas vous la raconter parce que vous la connaissez mieux que moi. Mais dès que le centralisme, jacobin, commence à serrer la vis, la ville se veut fédéraliste et il va falloir là aussi la prendre de force. Imaginez quand même qu'il a fallu là aussi que des troupes venues du Nord s'emparent d'une ville qui ne voulait plus du tout obéir au pouvoir central, au pouvoir parisien. Il y a quelque chose dans les gènes de ce peuple, ou alors je ne sais pas, ça vient peut-être du sol, il doit y avoir des forces particulières. Pourquoi est-elle toujours en opposition ? En opposition avec tout ce qui peut représenter le pouvoir central, voit Marseille se dresser contre. Alors, elle l'a souvent payé cher, bien sûr, notamment elle a été détruite plusieurs fois, conquise plusieurs fois, mais c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est une ville qui n'a jamais fait comme tout le monde, et même on peut se rendre compte, même dans la mentalité, même aujourd'hui, on n'est pas pareil, quoi, hein, voilà, on n'est pas tout à fait pareil. Voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Donc, vous avez compris le pourquoi de ce livre, c'est-à-dire raconter des histoires, comment dirais-je, partir de l'histoire, mais raconter des histoires, c'est-à-dire que ne pas infliger une thèse. Bon, je peux en parler savamment. J'ai écrit il y a une vingtaine d'années avec Roger Duchesne une histoire de Marseille, mais elle pèse 2,5 kg, elle fait 850 pages. Hein. Donc là, il n'était pas question de faire la même chose. Mais on peut se rendre compte que c'est une ville qui a sa propre histoire et qui est passionnante à tous les moments. Même si, par exemple, on aurait pu croire que Napoléon aurait été accueilli ici comme le roi, quoi, hein. Non, pas du tout. La ville est en permanence en rébellion contre le roi, contre Napoléon. D'ailleurs, Napoléon, à l'époque, on l'appelle l'usurpateur. Hein, et d'ailleurs, ça coûtera cher parce que Marseille est prête à ouvrir son port aux Anglais. Bon, sous Napoléon, c'est pas quelque chose à faire. Hein, et c'est pareil. Et lorsque arrive la fin du Premier Empire, ici, c'est fêté comme une victoire.
Hein, et les 100 jours comme un malheur. Les Marseillais, qui sont évidemment entrés en révolte lorsqu'ils ont appris Waterloo, pour eux, c'est une victoire sur Napoléon. Hein. Donc, imaginez que lorsque les 100 jours se produisent, c'est la catastrophe ici. Parce que, d'ailleurs, et vous remarquerez que, logiquement, lorsque Napoléon tente de reconquérir son royaume, logiquement, il aurait dû débarquer à Marseille. Il s'en est bien gardé. Il a débarqué à Golfe-Juan. Et il est passé par les Alpes. Et donc, il savait à qui il avait affaire. Ici, alors, si, ils ont aimé Napoléon, c'est le troisième. C'est Napoléon III, là oui. Là oui, pourquoi? Parce que lui, au contraire, il a fait de Marseille la tête de sa politique méditerranéenne. C'est là que sortent de terre tous les monuments qui marquent la ville. Le Palais Longchamp, la Bourse, enfin... Tout ce qui est, et puis surtout ensuite le développement de l'Algérie, la conquête coloniale, enfin, etc. Donc là, de ce côté-là, dès qu'il s'agit de faire du commerce et de s'enrichir, là, on les trouve. Mais dès qu'il s'agit de leur imposer la loi commune, les Marseillais ne sont jamais d'accord. Donc, c'est cette longue histoire qui peut se décliner en 25 histoires. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que... 6h15, bon, c'est très bien. Bien, est-ce que vous préférez que nous continuions sous forme de questions-réponses ou est-ce que vous voulez que je continue à vous raconter des histoires? C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Oui. Oui. Il a un rapport avec ce qui s'est passé sous Henri IV. Oui, certainement. Ah bon, pardon. Oui. Parce que vous avez écrit un roman, justement, sur la famille de Cazaux, je crois. Je ne me rappelle plus le titre exact, excusez-moi. Oui, mais c'est la ville des tempêtes. Voilà. Oui, la ville des tempêtes. La ville des tempêtes, c'est l'histoire de la révolte de Charles de Cazaux, de la dictature. Alors, on a appelé dictature parce que, si vous voulez, c'est le pouvoir d'un seul. Mais en réalité, Cazaux, il a travaillé comment dirais-je, il a travaillé à sa ville, quoi. Je veux dire, c'est pas un dictateur comme quelqu'un qui pourrait prendre une ville en otage. Au contraire, ce qu'il voulait, lui, c'est bon. C'était un catholique acharné, et donc il ne reconnaissait pas Henri IV. Donc il ne voulait pas que Marseille tombe entre les mains d'Henri IV. Mais donc l'histoire de la fausse monnaie se situe à ce moment-là, oui, exactement. Pendant la dictature de Cazaux. Mais c'est à cet endroit-là même, ou c'est on a donné ce nom comme ça? Oui. Au lieu. Écoutez, là, je ne mettrai pas ma main à couper que c'est à l'endroit même, parce que c'est toujours pareil. Oui. C'est toujours pareil. Quand il y a une légende, c'est toujours... Chacun l'arrange. Donc, je ne peux pas vous dire exactement si c'est là que ça s'est passé. Mais enfin, de toute façon... un littoral, c'est toujours propice au trafic. Hein. Presque partout, on trouve le chemin des douaniers ou le sentier des douaniers. Hein. C'est par là que ça passe. Quoi. Hein. Les dernières histoires de brigands, c'est des histoires de gangsters du côté de l'île Maire. Hein. Là aussi, c'est pareil, le trafic de cigarettes qui venait d'Espagne, qui a ensanglanté le milieu marseillais pendant des années dans l'après-guerre. C'est pareil, c'est d'un bateau qui s'était échoué avec une cargaison de cigarettes blondes, et donc Marseille envahi par des cigarettes, et les bandes rivales qui s'entretuent. Donc la fausse monnaie, c'est une histoire comme ça. C'est pareil. C'est comme l'îlot des pendus, par exemple. Bon, en 1423, Marseille a fait les frais de... Bon, à l'époque, ce sont les rois d'Anjou qui sont comtes de Provence. Donc, ce sont les rois d'Anjou qui sont les maîtres de Marseille. Mais les rois d'Anjou, c'est un peu compliqué. Hein. Enfin, ils sont aussi rois de Naples et de Sicile. Donc, Marseille leur sert, si vous voulez, de base pour la logistique, hein, évidemment. Mais ils sont en bagarre avec le roi d'Aragon, d'Alphonse d'Aragon, donc, qui voudrait bien mettre aussi la main sur Naples. Donc, Marseille est entraînée, malgré elle,
les comtes qui sont les patrons de la ville, les rois d'Anjou, les entraînent dans les querelles avec les Espagnols. Vous voyez, donc, à un moment donné, la ville a été mise à sac par les Catalans. Alors, ça n'a rien à voir avec la plage, hein, mais il se trouve qu'ils ont débarqué là. Alphonse d'Aragon, à un moment donné, pour se venger des rois d'Anjou, donc qui possédaient Marseille, est venu mettre la ville à sac. Et quand je dis à sac, c'est une des rares fois où la ville a été prise et pillée de fond en comble. Hein. Voilà, 3 jours de pillage. Et donc là, c'est pareil. Et une légende aussi. Il y a un petit îlot entre le château d'If et la côte qui s'appelle l'îlot des Pendus. Donc, la légende dit que c'était les otages pris par le roi d'Aragon qui les avaient pendus sur cet îlot-là. Bon, c'est non è vero e ben trovato, comme on dit. Hein. Donc, voilà, nous, on est quand même les rois pour ce genre d'histoire. Donc, je ne peux pas vous certifier que le pont de la Fosse-Monnaie tient son nom de ça. Voilà. Le vallon des Offres, par contre, oui, parce que les offiers, c'était ceux qui fabriquaient les banastes pour les crustacés. Vous savez, les cages que l'on fait en osier. Voilà, je cherchais le mot. Les cages en osier, donc, étaient faits avec un osier en provençal qui s'appelait off. Hein, les offres. Donc les offiers faisaient les casiers. Donc le vallon des offres, c'était le vallon où on faisait les casiers pour les langoustes et pour les crustacés. Voilà. Donc le vallon des offres tient son nom de cet artisanat. Merci. Oui. Alors je la répéterai votre question. Enfin, attendez, vous avez un micro. Est-ce que vous pouvez me dire, alors le roi d'Espagne, oui, quartier du roi d'Espagne, est-ce que Napoléon oui, avait exilé oui, oui, exactement. C'est ça. Voilà, lorsqu'il a mis son frère sur le trône d'Espagne, donc il a exilé le roi d'Espagne. Et il exilé à Marseille. Et donc on lui avait donné ce qu'on appelait à l'époque le château du roi d'Espagne. Le château n'existe plus, hein, mais le roi d'Espagne, tout le monde connaît l'ensemble immobilier. Il a été bâti sur les terres qu'on avait données à le roi. Je ne sais plus quel est l'Alphonse. Donc le roi d'Espagne était logé dans ce qui allait devenir le lycée Montgan, et donc c'était un peu sa bastide. Voilà, le roi d'Espagne, si vous voulez, le château du roi d'Espagne, c'était la bastide qu'on avait donnée à l'usage du roi exilé. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé le roi d'Espagne. Hein, voilà. Donc c'est pas, il n'est jamais venu le conquérir, c'est au contraire parce qu'il était exilé par Napoléon et on l'avait installé à Marseille. Voilà. Voilà. Oui. D'autres questions, si vous voulez? Ne me dites pas que je vous ai tout dit. Alors, excusez-moi. Pardon? Ah, oui. Alors ça c'est extraordinaire, oui. Ça se remonte au XIIIe siècle. Hein. Donc, évidemment, Marseille a été, en tant que, par sa position géographique, évidemment, elle a été de tous les coups, parce que, bon, lorsqu'on a conquis les colonies, elle est devenue la tête de pont de l'empire colonial français. D'ailleurs, c'est pas étonnant que la première expédition coloniale qui ait été organisée en France l'ait été à Marseille. Sous l'œil d'ailleurs un peu courroucé du Quai d'Orsay, qui aurait voulu que ce soit Paris qui l'organise. Or, ça, c'est grâce au grand-père d'Edmond de Charleroux, Jules Charleroux, qui était un armateur et qui était très ami avec Lyautey, qui a eu l'idée d'organiser la première exposition coloniale au Parc Chanot, qui a été créée d'ailleurs à l'occasion. Et là, donc, les croisades, évidemment, chaque fois qu'il y a eu des croisades, elles sont passées par Marseille. Parce que Marseille prêtait ses nefs aux croisés et assurait le transport, si vous voulez. C'était l'équivalent des paquebots, si vous voulez, de l'époque. Donc les chevaliers qui partaient en Terre Sainte passaient par Marseille. Et c'était les Marseillais qui louaient leurs naves et qui les transportaient. Et voilà, donc il y a eu plusieurs les toutes premières croisades, c'est sous Saint-Louis,
sont partis d'Aigues-Mortes. Mais à partir de la 3e, tout passe par Marseille. Tout va passer par Marseille, forcément. Si le christianisme y est arrivé aussi, c'est parce que c'est par là qu'on arrive. Mais ça va, je vous en raconterai une autre après. Là, si vous voulez, là, donc, on avait l'habitude de voir arriver des croisés qui partaient pour la Terre Sainte, donc qui s'installaient d'abord à Marseille, et puis qui partaient en chantant des cantiques, et qui partaient beaucoup pour ne pas revenir. Et voilà qu'en 1212, on voit arriver, imaginez Marseille à l'époque, ça s'arrête au boulevard des Dames. Hein, voilà. La ville tient, finalement jusqu'à Louis XIV, la ville tient du quai du port jusqu'au tracé. Vous voyez, partez de la place Sadi-Carnot et allez à la cathédrale. Voilà, la ville, Marseille, c'est ça. Après, tout le reste, c'est le terroir, quoi. Bon, donc on voit arriver dans le terroir des croisés, mais qui ne sont pas des croisés, des chevaliers bardés de fer, mais des enfants de tous âges, de 5 à 14 ans. Et ils ont un roi, avec une tonne de guillemets, qui est un berger, Étienne, qui les mène et qui les a persuadés, là aussi, voilà encore une histoire merveilleuse, mais dans le sens tragique du terme, qui les a persuadés qu'ils vont pouvoir aller en Terre Sainte et que quand ils vont arriver à Marseille, les eaux vont s'ouvrir comme la mer Rouge devant les Hébreux, et ils vont pouvoir traverser à pied sec pour aller délivrer le tombeau du Christ. Donc il y a eu une espèce de folie collective, un phénomène d'ailleurs qui a été rapporté par des chroniqueurs sérieux, hein, des moines notamment, des moines, à l'époque ce sont les moines qui sont chroniqueurs. Donc Albéry des Trois Fontaines, le moine qui raconte cette histoire, dit qu'en 1212 on a vu arriver à Marseille, alors les chiffres varient, là aussi c'est pareil, 10 000, 12 000, 30 000, ça dépend des récits. Enfin, décidé à aller délivrer le tombeau du Christ. Et ils ne sont pas les seuls parce que le même phénomène extravagant s'est produit dans les États, on pourrait dire l'Allemagne, un peu plus centraux, un peu plus d'Europe centrale, avec un autre berger qui les a conduits jusqu'à l'Adriatique, lui, la même chose, c'est-à-dire qu'il partait et il disait « nous allons délivrer le tombeau du Christ ». Alors évidemment, en cours de route, vous imaginez, ils étaient attaqués par toutes sortes de... À l'époque, je vous signale que très longtemps, et même jusqu'au XVIIIe siècle, quand on partait en voyage, on faisait son testament avant. Hein. On passait devant le notaire et on faisait son testament. C'est-à-dire, les histoires de brigands de grand chemin, là aussi, ce sont des légendes, mais elles sont fondées sur une réalité. On partait, on ne savait pas si on reviendrait. Et quand on partait de Marseille, quand vous pensez qu'il y avait des razzias de barbaresques jusque sur les côtes, la côte d'Azur, si vous voulez. Donc, Marseille a été maintes fois razziée par les Sarrasins, donc qui sont venus jusqu'ici. Et de notre côté, on est allé aussi piller des villes de barbarie, comme on disait. Donc, voir arriver ces enfants qui sont persuadés, qui ont suivi, qui ont quitté leurs parents, tout, et qui sont partis sur les routes en se nourrissant de tout ce qu'ils pouvaient, donc qui ont été attaqués par des brigands, par des loups, par tout ce que vous voulez, par des malandrins qui les estropiaient pour aller mendier. Donc il en arrive, mettons 10 000, donc qui sont là sous les remparts de Marseille, et les Marseillais sortent, leur demande ce qu'ils veulent, il dit nous voulons aller délivrer le tombeau du Christ, nous allons, puisque la mer va s'ouvrir devant nous. Évidemment, on leur dit mais vous savez, ça va pas se passer comme ça. Et il y a quand même, on trouve à Marseille, on trouve de tout, vous le savez. Donc il y avait déjà quand même des gens assez peu recommandables qui leur ont proposé de les amener à bord de leur nave. Donc, on a leur nom, justement, par la chronique d'Albéric des Trois Fontaines. Donc, Guillaume Porcus et l'autre, son prénom, je ne m'en souviens plus, Ferréus et Porcus. Donc, deux propriétaires de naves qui
arrive un peu comme, vous savez, le chat et le renard dans Pinocchio, là, qui viennent lui faire du charme pour un petit peu avec ce. Hein, et ils disent, mais nous, on a des bateaux, on va pouvoir vous transporter. Et donc les malheureux sont montés, se sont entassés sur ces naves, sont partis en chantant des cantiques, et ces deux salopards, il n'y a pas d'autre mot, sont allés les vendre au Barbaresque. Donc on en a cherché pendant des mois et des mois et des années. L'empereur d'Allemagne à l'époque, qui avait été horrifié par l'histoire, donc on a retrouvé 700. Donc, parce qu'évidemment, les bateaux ont fait naufrage et les rescapés ont été vendus comme esclaves dans les ports de ce qui sera l'Algérie, la Tunisie et plus tard. Voilà. 1212, la croisade des enfants. C'est quelque chose une histoire totalement incroyable, mais vraiment, là, c'est pas une légende, hein, puisqu'on a même les noms des deux malandrins qui sont servis de cette chair fraîche pour s'enrichir. Voilà, d'autres questions? Non, mais alors tout va bien. Alors tout va bien. Voilà.